L'ovule a 2/10 de millimètre de diamètre. Le spermatozoïde est des milliers de fois plus petit. Leur poids total ne doit pas atteindre la moitié d'un milligramme. Il n'y a pas de mot dans la langue française pour désigner cette infime quantité de matière, ce moins que fœtus, ce soupçon. Et pourtant, cette infinitésimale contient tout le programme de fabrication de l'adulte, dans son ensemble fini et dans ses moindres détails. La couleur de ses cheveux, mais aussi leur nombre et ce grain de beauté hérité d'un ancêtre du 6e millénaire, et qui, jusqu'à la fin des siècles, ornera de temps en temps la fesse gauche d'une femelle de la lignée, et le buste rond ou plat, les épaules tombantes ou carrées, les ongles souples ou cassants, et du poil ou non sur les doigts de pied, et la façon dont se plisse le coin de l'œil pendant le sourire, la forme du geste du bras qui s'avance pour saisir un objet, le son de la voix, le sommeil léger ou profond, les rêves peut-être. Tout cela est dans ce minuscule, tout le particulier qui différencie des autres et lie à ses ancêtres l'individu qu'il va fabriquer. Mais avant ce particulier, il y a surtout, le général, le plan général de fabrication qui est le même pour tous les individus d'une même espèce. Dès qu'ils se sont mélangés pour ne plus faire qu'une seule cellule, l'ovule et le spermatozoïde commencent à se diviser. L'œuf, cellule unique de base, qui contient tout le devenir, se divise en 2, puis en 4, en 8, en 16, 32, 64, etc. En une fabuleuse progression géométrique qui finira par fournir les milliards de cellules nécessaires à la construction d'un individu complet. Et chacune des 2, 4, 8, 16, chacune des milliards de cellules a emporté les ordres de l'espèce qui font qu'elle contribue à fabriquer un homme, et non un cheval, un escargot ou une laitue. Les ordres de la lignée qui font qu'elle contribue à fabriquer une Suédoise aux cheveux de lin et aux yeux bleus, ou un Chinois ou un Auvergnat, ou une mulâtresse, un grand ou un petit, tordu ou boiteux, une adipeuse ou un musculaire. Les ordres de l'organe qui fait qu'elle va se différencier, se spécialiser et prendre place dans le foie ou le cerveau, la rétine, l'estomac, et quel sera exactement quel genre de travail elle devra exécuter. Les ordres de la cellule qui font qu'elle saura recevoir du sang et de la lymphe, les nourritures multiples, les transformer pour les besoins de l'individu, les besoins de l'organe et ses propres besoins, fonctionner comme une usine chimique, électrique et atomique, infiniment perfectionnée et complexe, fabriquer une quantité précise d'énergie ou de produits déterminés, les mettre en circulation ou en réserve, rejeter les déchets et mourir quand il faudra, après s'être fabriqué une remplaçante à laquelle elle aura transmis les ordres. Chacune de ces milliards de cellules fait exactement ce qu'elle doit faire, à la place exacte où elle doit le faire, et où elle s'est installée pendant la fabrication de l'individu, selon les ordres, jusqu'à la naissance, au-delà de la naissance, au-delà de la croissance, jusqu'à la mort. L'individu ne s'est pas fait, il n'a pas voulu sa vie, et sa vie se continue sans le secours de sa volonté. À aucun moment il ne continue d'exister parce qu'il le veut. C'est une organisation totalement indépendante de sa conscience et de ses décisions qui le maintient en vie. Son intelligence est trop faible, son attention trop instable, son ignorance trop grande pour qu'il puisse assurer cette tâche, même pendant quelques instants. Si un individu devenait tout à coup responsable de son corps, celui-ci sombrerait aussitôt dans le désordre et la décomposition. Le gouvernement d'un monde aussi complexe que le corps humain réclame une connaissance totale des ressources de la matière et des lois de notre univers. Il exige un éveil perpétuel, une attention ininterrompue, une capacité de réception, de coordination et de décision qui ne laisse en dehors du circuit de la vie aucune parcelle de l'organisme. Tout cela est très loin au-dessus des possibilités de connaissance, de compréhension et de volonté humaine. L'homme est comme logé en lui-même, à la façon d'un passager incompétent. Il ignore tout de la conduite d'un organisme qui ne dépend pas de lui, et qu'il est tout juste capable de détraquer par son comportement. Ce n'est pas l'homme qui a décidé de son commencement, ce n'est pas lui qui fait le nécessaire à tout instant pour continuer de fonctionner. Ce n'est pas lui qui doit décider du moment où son fonctionnement s'arrêtera. Le suicide est considéré par la plupart des religions comme le pire des péchés.
et provoque toujours, chez les proches de celui qui s'y est livré, une stupéfaction mêlée d'une sorte d'horreur. Car c'est une intervention de l'individu dans un domaine qui n'est pas le sien. Peut-être le meurtre est-il moins grave, peut-être est-il biologiquement normal pour un individu de provoquer la mort d'autres individus, de même qu'il lui est normal de provoquer, sinon causer, d'autres naissances, mais pas la sienne. Au cours des siècles, en ouvrant avec un couteau son corps fermé sur ses secrets, l'homme a fini par apprendre en partie comment il fonctionne. Mais le prodige, ce n'est pas qu'il sache enfin à peu près à quoi sert chacun de ses organes, c'est que chaque organe sache, lui, à quoi il doit servir. Et que le cœur batte, que les glandes sécrètent, que l'intestin digère, que le foie transforme, que le sang transporte, nourrisse, nettoie, défende, que chaque organe, que chaque cellule, sache ce qu'ils ont à faire et le fasse exactement, sans que s'en mêle l'individu qu'ils composent. L'autre prodige, c'est que chacun de ces organes se soit fabriqué et mis à sa place à partir d'1 demi-milligramme de matière vivante. Et que l'anus ne se soit jamais installé à la place du nombril, l'estomac dans le crâne, les yeux sous les pieds et la peau à l'envers, le cœur dans la main. Produit de la transformation de la cellule initiale et de l'activité de milliards de cellules usines, l'homme ne peut à aucun moment et d'aucune façon intervenir pour diriger leur travail. Il est leur résultat, non leur maître. Il les maltraite, les empoisonne, les asphyxie, les mutile. Elles font face, tant qu'elles peuvent. Quand la mort survient pour l'individu et pour elle, quand la matière vivante se défait et retourne aux éléments, une de ces cellules, ou deux, ou plusieurs parmi des milliards, s'est détachée de l'individu et a transmis la vie et les ordres. La forme de vie que lui et ses semblables sont chargés d'assurer continue. L'individu a servi à cela. Il a servi à maintenir, pour sa part infime, l'énorme courant qui entraîne parmi tant d'autres son espèce dans le temps et l'espace. Né d'une goutte de vie qui porte des ordres, il doit porter plus loin l'une et les autres et faire, quand vient le moment, se détacher de lui des essaims de cellules messagères, dont l'une ou deux, ou plusieurs, porteront plus loin que lui les ordres par lesquels il a vécu et qui lui survivront. Déterminé par ses constituants, emporté par ceux qu'il constitue, impuissant à se diriger, ignorant de sa direction, l'être humain n'a qu'une apparence de vie autonome. Son existence individuelle est une supercherie.